Les chemins de la connaissance. Une émission proposée par Emmanuel Hirsch. Cette semaine, Laurence Crémière présente Gerbert d'Aurillac, un lettré moine et pape en l'an 1000. Laurence Crémière, bonjour. Cette semaine, vos chemins de la connaissance sont consacrés à Gerbert d'Aurillac, un lettré moine et pape. Alors une personnalité assez énigmatique qui est née dans les années 945-950 et qui a été pape, le pape de l'an 1000, sous le nom de Sylvestre II. Alors c'est intéressant parce que Gerbert, dans le fond, est un des témoins les plus importants de son époque. L'an 1000, c'est une charnière. C'est surtout une époque que l'on a dû être de fer et de plomb, ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est une époque qui s'inscrit dans la mouvance des renaissances carolingiennes, extrêmement active sur le plan intellectuel. C'est une époque où il faut imaginer une Europe qui n'a pas tellement de frontières. Gerbert, là-dedans, va être à son aise parce que, effectivement, il a été avant tout un intellectuel. Et on dit même que c'était l'homme le plus savant de son époque. En fait, ce qu'il a aussi de tout à fait intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a essayé d'équilibrer la foi et la raison. Toute cette semaine, dans les chemins de la connaissance, Gerbert d'Aurillac, un lettré moine et pape, par Laurence Crémière, réalisation Agnès Rouget. Aujourd'hui, Gerbert, moine, écolâtre, évêque, avec Pierre Richet et Michel Saut, historien. Aujourd'hui donc je reçois Pierre Richet. Vous avez publié un ouvrage sur Gerbert, Gerbert d'Aurillac, pape de l'an 1000. C'est aux éditions Fayard, la première édition date de 1987. Je reçois également Michel Saut. Michel Saut, vous êtes un connaisseur de Reims, notamment à travers l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Fayard, Un historien et son église, Flodoard de Reims. Vous êtes également en passe de publier un ouvrage aux éditions du Seuil, une histoire de la culture française du 5e au 10e siècle. Alors, avant d'aller à Reims, on pourrait peut-être voir ce en quoi Gerbert d'Aurillac est un représentant de l'Europe, peut-être par les étapes qu'il a suivies, Pierre Richet. Oui, Gerbert d'Aurillac a vécu dans la deuxième moitié du Xe siècle, puisqu'il est né vers 940-950 en Aquitaine, qu'il a été oblat au monastère d'Aurillac. Il a quitté ce monastère en 967 pour aller en Catalogne, et c'est là qu'il a pu acquérir sa science mathématique. Ensuite, nous le trouvons à Rome entre 970 et 972, puis il s'en va au nord à Reims, où il est écolâtre. De là, il va séjourner un moment à Ravenne, puis à Bobbio, dans l'abbaye de Bobbio. Il est nommé abbé de Bobbio. Il revient à Reims. En 983, il voyage dans le nord et en Lotharingie, jusqu'au moment où il est forcé, pour des raisons dont on parlera, de quitter l'archevêché de Reims, où il avait été nommé en 991, et il s'installe en Germanie, ayant un domaine en Alsace, voyant l'empereur à la cour de Magdebourg. Puis, enfin, il revient en Italie avec l'empereur, est archevêque de Ravenne en 998, et enfin pape de 99 à 1003. Donc c'est un tour de l'Europe. Il faut dire que les maîtres à cette époque-là sont des gens qui sont extrêmement mobiles. Il y a un lieu sur lequel nous pourrions peut-être centrer notre approche, c'est Reims. Reims, c'est une des grandes écoles urbaines qui se développe dès la deuxième moitié du Xe siècle. Michel Saut. Oui, Reims est une des très grandes métropole ecclésiastique de l'Occident à l'époque. Et Reims a donc une tradition intellectuelle solide qui remonte à l'époque carolingienne, au grand épiscopat d'Inquemare, dans la seconde moitié du IXe siècle. Et après l'épiscopat d'Inquemare, étaient intervenus un certain nombre de savants, venus en particulier de l'école d'Auxerre, qui était la grande école de la seconde moitié du IXe siècle, et qui avaient introduit à Reims tout un travail sur les textes, et même non seulement sur les textes patristiques ou liturgiques, comme on peut s'y attendre, mais également sur les textes classiques. Et des personnages comme Rémi d'Auxerre,
Chaucer, à la fin du IXe siècle, était venu à Reims et avait réintroduit la réflexion grammaticale, voire peut-être la réflexion sur la rhétorique et la dialectique. On verra qu'au moment où Gerbert arrive, il vient à Reims parce que Reims est réputé pour l'enseignement de la dialectique. Il y a un certain G dans les textes, et donc nous pensons qu'il s'appelait Géranus, qui était un maître de dialectique, et Gerbert, qui est à Rome, rencontre vraisemblablement ce Géranus à Rome, et à l'époque, pour étudier la dialectique, eh bien, il décide de se rendre à Reims. Donc lui qui était venu, comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'Aurillac en Catalogne, de Catalogne à Rome, après cet itinéraire, il sait que pour faire de la dialectique, eh bien, c'est à Reims qu'il faut aller. Pierre Richer ? Oui, il est certain que c'est le personnage de Géranus ou de Géranus qui a attiré Gerbert, et cette tradition de la logica vetus qui est maintenant dans le programme de ce qu'on appelle le trivium, n'est-ce pas, grammaire, rhétorique, dialectique. La dialectique, c'est la logica vetus avec l'étude des traductions de Boès. En fait, cette répartition du programme d'enseignement, on la doit à Boès et à Marcianus Capella. Oui, alors Marcianus Capella, ses Noces de Mercure et de philologie, a donné l'essentiel, une espèce de résumé des arts libéraux, trivium et quadrivium. Boès l'a repris, il a même inventé le terme de quadrivium, le quadrivium étant la mathématique formée de l'arithmétique, sciences essentielles, la géométrie, l'astronomie et la musique. Si j'insiste sur cette question de l'enseignement, c'est que pour nous, elle est importante dans la mesure où nous avons un texte précieux. C'est l'histoire transmise par Richer de Reims. Et Richer de Reims donne un programme extrêmement précis qui est finalement le bilan du programme d'enseignement de Gerbert, Michel Saut. Oui, Richer, donc un moine qui a écrit, un moine de Reims, donc lui n'est sans doute pas issu de l'école cathédrale, ou quel a été son rapport à l'école cathédrale, on ne sait pas exactement, mais Richer, donc un moine qui écrit donc, tout à fait à la fin du siècle, dans les années 990, une histoire du siècle qu'il précède. Et dans cette histoire, évidemment, c'est une de nos sources essentielles pour la connaissance de Gerbert, puisqu'il a été auprès de Gerbert, et il a été aussi l'élève de Gerbert, et donc il nous présente son enseignement, il nous montre quel livre il faisait lire, dans quel ordre, et donc nous avons là un témoignage extrêmement précieux sur l'histoire de l'enseignement tel qu'on pouvait le pratiquer à cette époque-là. Oui, Gerbert est non seulement un savant, pour son époque un savant remarquable, mais également un pédagogue, il a le sens du concret, et il a, pour ses élèves de Reims, construit des sphères pour étudier l'astronomie. Il a construit une abaque pour étudier l'arithmétique, un monocorde pour étudier la musique. Alors ça, c'est son biographe qui nous le dit. Pour les traités qu'il a laissés, on discute encore beaucoup. A-t-il connu les commentaires de l'astrolabe? Peut-être plus tard, à partir de 983, comme en témoigne une lettre à un savant catalan qui avait traduit de l'arabe en latin un traité d'astronomie. A-t-il été un des diffuseurs ou un des introducteurs des chiffres arabes lorsqu'il a construit son abaque? On en discute également. Mais on en discutera demain avec Guy Monsieur Beaujoin en parlera. Donc, il a certainement flairé toutes ces innovations dans le domaine scientifique, même s'il n'a pas écrit lui-même des traités théoriques. Le vénérable archevêque de Reims, Adalbéron, se rendit à Rome avec Gerbert et rencontra à Pavie l'empereur Auguste avec Autric. L'empereur le reçut avec magnificence et le conduisit en bateau sur le Pô jusqu'à Ravenne. À une date fixée, tous les savants qui étaient présents se réunirent dans le palais par ordre de l'empereur. Autric, qui l'année précédente s'était posé en critique de Gerbert, était présent. Il était venu en outre un grand nombre d'écolâtres qui attendaient avec impatience l'ouverture de la discussion, car il se demandait si quelqu'un oserait contredire Autric. Lorsque tous les assistants se furent assis dans l'ordre de préséance, l'empereur Auguste, qui était au milieu d'eux, prit la parole du haut de son siège. « J'estime, dit-il, que des réflexions et des exercices fréquents font progresser la science humaine, à condition que les sujets, convenablement posés, soient traités dans un langage choisi par tous les savants. Comme nous nous engourdissons trop souvent dans l'oisiveté, il est très utile que quelques-uns nous pressent de leurs questions pour nous inciter à réfléchir. C'est ainsi que les plus grands savants ont fait jaillir la science. C'est ainsi que, l'ayant divulguée et confiée aux livres,
Ils l'ont transmise pour que nous ayons la gloire d'en faire un bon usage. Occupons-nous donc aussi de quelques problèmes. Cette recherche, en élevant notre esprit, le conduira à une plus grande certitude intellectuelle. Richer de Reims, Histoire de France, 888-995, livre 3. Et c'est lui aussi qui fait état de cette controverse avec un grand savant qui était l'écolâtre, donc le maître des écoles de Magdebourg. Et cette controverse qui nous montre deux choses. D'une part, qu'il y avait des controverses scientifiques de haut niveau, et d'autre part, qu'entre ces écoles, on ne s'ignorait pas. Et donc, un écolâtre de Magdebourg, Richer a l'air de dire même qu'il avait envoyé à Reims une espèce d'espion, pas pour suivre son cours, qui avait pris des notes, puis qui les avait mal prises. Alors du coup, il n'avait pas compris, d'où une polémique extrêmement violente qui a lieu à Ravenne entre ce Autric, écolâtre de Magdebourg, et d'autre part Gerbert, donc que nous connaissons donc à travers cette histoire écrite par Richer de Reims, et qui nous montre vraiment la diffusion du savoir tel que Gerbert le pratiquait et l'enseignait, et d'autre part les polémiques et les argumentaires qui peuvent être échangés à cette époque. Alors d'un côté l'enseignement et de l'autre côté Pierre Richer, un travail qui est un travail de bibliothèque. Gerbert va enrichir la bibliothèque de Reims, et ça peut-être qu'on le sait par une autre source importante de l'époque qui sont ses lettres. En effet, c'est dans la correspondance de Gerbert, les 220 lettres qui nous sont conservées par un manuscrit du XIe siècle, que nous pouvons connaître les passions bibliophiles de Gerbert, cet écolâtre qui fait recopier partout des manuscrits, qui en demande dans toute l'Europe, en Italie, en Germanie, en Lorraine, en France, et qui dit que pour satisfaire son goût de bien vivre et de bien dire, qui caractérise l'honnête homme, il veut avoir des livres. Et parmi ces livres, justement, il y en a un qui était un traité de Rémy d'Auxerre qui a été glosé, et parmi d'autres, et également sur Scott et Richard.